En janvier 2026, deux dynamiques éloignées se répondent soudain, annonçant une fissure nette dans l'ordre mondial établi. À Adougou, les rues vibrent sous l'élan populaire, tandis qu'à Simonstown, des navires non occidentaux apparaissent comme le signal d'un basculement où la mer devient espace politique. Que signifie concrètement ce synchronisme pour les peuples lorsque Ibrahim Traoré y voit non une coïncidence, mais la preuve que la souveraineté change d'échelle et de terrain? Une aube salée se lève, porteuse d'un monde qui s'organise autrement. Ce récit ne promet pas un triomphe simple ni une victoire immédiate, mais l'exploration d'un risque majeur qui redessine déjà les rapports de force. Pour le lecteur, l'enjeu est clair, comprendre en quoi la mer devient le nouveau champ décisif de la souveraineté. Car derrière les images spectaculaires et les slogans se joue une question plus dure. Que se passe-t-il lorsqu'un ordre bâti sur des routes maritimes contrôlées commence à se fissurer? Les enjeux dépassent largement le cadre militaire. Ils touchent au commerce, aux sanctions, à la capacité des États à respirer économiquement sans autorisation tacite des puissances dominantes. Ce basculement crée des opportunités, mais il ouvre aussi une zone d'incertitude où chaque avancée peut déclencher des réactions en chaîne. Pour les pays du Sud, le pari est élevé: gagner en autonomie sans provoquer un isolement brutal. Pour les acteurs établis, le défi consiste à accepter une perte de monopole sans transformer la mer en ligne de fracture permanente. C'est dans cette tension entre promesses d'émancipation et risque de confrontation prolongée que s'inscrit la suite de cette analyse. Le signal est chiffré et il est difficile à ignorer. En 2026, le tonnage combiné des flottes engagées par les pays du BRICS+ lors des manœuvres navales dépasse 350 000 tonnes, soit presque le double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans l'Atlantique Sud. Ce basculement quantitatif marque surtout un changement qualitatif, car il révèle une coordination maritime hors des cadres occidentaux traditionnels. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut replacer ces chiffres dans une histoire plus longue. Pendant des décennies, les routes maritimes ont constitué une infrastructure invisible de domination. Les assurances, les ports, les normes de sécurité et même les sanctions formaient un écosystème centré sur le nord, où la liberté de circulation dépendait d'autorisations implicites. La mer apparaissait neutre, mais elle ne l'était pas. À partir du milieu des années 2020, cette architecture commence à se fissurer. L'augmentation rapide du nombre de navires non occidentaux dans les couloirs atlantiques, avec une progression de 47% en un an, traduit une volonté collective de reprendre la maîtrise logistique. Il ne s'agit pas seulement de montrer des pavillons différents, mais de construire des chaînes d'escorte, de ravitaillement et de communication capables de fonctionner sans médiation occidentale. Dans ce contexte, la lecture proposée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de continuité. Depuis le Sahel, région longtemps perçue comme enclavée et périphérique, la souveraineté n'est plus pensée uniquement en termes territoriaux. Elle devient fluide, mobile, étendue jusqu'aux océans qui conditionnent l'accès aux marchés, aux ressources et aux alliances. Ce déplacement du centre de gravité explique pourquoi ces manœuvres navales ne sont pas vécues comme un événement isolé. Elles s'imbriquent dans un mouvement plus large où la terre et la mer cessent d'être des fronts séparés. La question n'est donc plus de savoir si ce changement est réel, mais jusqu'où cette dynamique peut aller sans provoquer une confrontation ouverte. Pour saisir concrètement ce basculement, il faut quitter un instant les cartes marines et revenir aux figures qui donnent sens à cette trajectoire. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un stratège naval classique, mais comme un relais entre une expérience terrestre de la contrainte et une projection maritime de l'autonomie. Son parcours,
Forgée dans un contexte sahélien marqué par l'enclavement et la dépendance logistique, explique en partie cette lecture élargie de la souveraineté. Les premières répercussions de cette vision se manifestent rapidement, bien avant les grands sommets diplomatiques. Dans plusieurs capitales africaines, des conseillers militaires et économiques commencent à évoquer la mer non plus comme un espace lointain, mais comme une extension directe des enjeux intérieurs. Des discussions émergent autour de la protection des flux commerciaux, de la sécurisation des exportations minières et de la réduction des coûts de transport imposés par des intermédiaires extérieurs. Un microcas illustre cette dynamique. Lors des images diffusées depuis Simonstown, certains ports africains observent une hausse immédiate des consultations techniques avec des partenaires non occidentaux. Il ne s'agit pas encore de décisions formelles, mais de signaux faibles indiquant une reconfiguration des réflexes stratégiques. La mer devient un sujet de planification, non plus un simple arrière-plan. Cet impact précoce reste toutefois fragile. Il repose davantage sur une impulsion politique et symbolique que sur des capacités pleinement consolidées. Pourtant, il suffit à modifier les imaginaires stratégiques. En reliant dignité, logistique et horizon maritime, cette approche installe une idée simple mais lourde de conséquences. Sans accès autonome aux routes maritimes, aucune souveraineté terrestre ne peut durer. Avant 2026, la mer restait pour beaucoup de pays du Sud un espace contraint, surveillé, parfois toléré, mais rarement maîtrisé. Les routes commerciales existaient, mais leur sécurité dépendait d'acteurs extérieurs, et chaque crise rappelait la fragilité de cette dépendance. Après janvier 2026, la séquence s'accélère et modifie cette perception en profondeur. Le déclencheur se situe dans la synchronisation de plusieurs signaux. Les manœuvres navales conjointes au large de l'Afrique australe ne sont pas annoncées comme une rupture frontale, mais comme des exercices de coopération et de protection des flux. Pourtant, leur composition et leur calendrier envoient un message implicite. La capacité à sécuriser les corridors maritimes n'est plus l'apanage d'un seul bloc. Cette démonstration intervient au moment même où, à terre, certains régimes africains consolident leur légitimité interne autour de la notion de souveraineté retrouvée. Le climax se forme lorsque ces exercices cessent d'être perçus comme un événement ponctuel. En quelques semaines, des opérations conjointes se multiplient, mêlant protection de convois énergétiques, simulation de défense aérienne et coordination logistique. Chaque manœuvre ajoute une couche de crédibilité à l'ensemble. Les chiffres de participation, sans être massifs à l'échelle mondiale, suffisent à rompre l'illusion d'un monopole maritime intangible. La mer devient un théâtre où la présence compte autant que l'intention affichée. Dans cette phase centrale, la lecture proposée par Ibrahim Traoré sert de fil conducteur. Il ne présente pas ces évolutions comme une montée aux extrêmes, mais comme une réponse à un déséquilibre ancien. La souveraineté, dans cette séquence, n'est pas définie par la confrontation directe, mais par la capacité à agir sans demander la permission. Cette approche permet de rallier des acteurs hétérogènes, certains motivés par des considérations économiques, d'autres par un besoin de reconnaissance politique. Les répliques apparaissent rapidement. Dans les chancelleries occidentales, les discours oscillent entre minimisation et inquiétude. Certains responsables insistent sur le caractère limité de ces forces navales, tandis que d'autres alertent sur le risque de fragmentation des règles maritimes. Sur les marchés, les premières variations de coûts de fret et d'assurance traduisent une adaptation prudente à ce nouvel environnement. Rien ne s'effondre, mais les certitudes se fissurent. À mesure que la séquence progresse, les événements cessent d'être isolés.
Des accords bilatéraux sont évoqués, des visites diplomatiques s'enchaînent et des projets de corridors protégés prennent forme. Chaque étape renforce l'idée que la mer n'est plus un simple décor mais un levier stratégique central. Cette dynamique n'élimine pas les risques, mais elle installe un nouveau rythme où l'initiative ne vient plus exclusivement du Nord. La ligne des événements révèle ainsi une transformation graduelle plutôt qu'un choc brutal. Le basculement ne tient pas à un seul acte spectaculaire, mais à l'accumulation de gestes cohérents. C'est cette continuité, plus que la puissance brute, qui redéfinit le rapport à la mer et prépare les étapes suivantes de cette trajectoire. Pour situer le point de départ, retenons ceci. Avant 2025, la majorité des flux maritimes stratégiques en Atlantique Sud reposaient sur des dispositifs de sécurité, d'assurance et de coordination dominés par des acteurs occidentaux. Après 2026, l'écart se creuse car les données montrent une réallocation rapide de la présence et des usages sans basculer dans une confrontation frontale. Un premier indicateur apparaît dans le volume. Selon les compilations utilisées pour les exercices de 2026, le tonnage combiné des flottes du BRICS Plus atteint 350 000 tonnes, soit près du double des exercices comparables menés 5 ans plus tôt dans la même zone. Ce chiffre ne traduit pas une supériorité navale globale, mais une densité stratégique suffisante pour rendre crédible une protection autonome des routes commerciales. En pratique, il signale qu'un corridor peut être sécurisé sans dépendre d'une couverture extérieure. Un deuxième indicateur se lit dans la circulation. Les rapports sectoriels font état d'une augmentation de 47% en un an de la proportion de navires non occidentaux traversant les principaux couloirs atlantiques. Ce saut ne relève pas d'une simple fluctuation conjoncturelle. Il reflète une décision collective d'utiliser davantage ces routes sous des pavillons alternatifs, réduisant mécaniquement l'exposition aux sanctions, aux saisies et aux interruptions unilatérales. Autrement dit, la mer devient un espace de choix stratégique, non plus une contrainte subie. Un troisième indicateur concerne la finance commerciale. Dans les échanges sud-sud associés à ces initiatives maritimes, la part des transactions réalisées en devises locales progresse de 28% depuis le lancement des dispositifs coordonnés. Cette évolution, modeste en apparence, a un effet cumulatif important. Elle diminue la dépendance aux circuits financiers dominants et réduit l'impact des mécanismes de pression monétaire. Pour les économies enclavées ou semi-enclavées, cet ajustement change la respiration économique plus sûrement qu'un discours politique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente. Aucun d'eux ne suffit isolément à renverser l'ordre maritime mondial. Mais leur combinaison crée un effet d'entraînement. Le volume rend la présence crédible, la circulation normalise l'usage et la finance consolide la durabilité. C'est dans cet empilement progressif que réside la transformation. La lecture défendue par Ibrahim Traoré s'insère précisément dans cette logique. Les nombres ne sont pas invoqués comme des trophées, mais comme des preuves fonctionnelles. Ils attestent que la souveraineté peut se traduire en logistique mesurable, et que cette logistique produit des marges de manœuvre concrètes. Là où certains voient une provocation, ils mettent en avant une réforme silencieuse des conditions d'échange. Il reste toutefois des limites évidentes. Ces indicateurs n'annulèrent pas les écarts technologiques ni la capacité de projection globale des flottes établies. Ils ne garantissent pas non plus une stabilité immédiate des prix ou des chaînes d'approvisionnement. En revanche, ils suffisent à invalider l'idée d'un monopole immuable. La mer cesse d'être un espace figé. Elle devient un terrain de négociation permanente où les chiffres comptent autant que les intentions. La question centrale n'est donc plus de savoir si ces données sont impressionnantes en soi. Elle est de déterminer si cette dynamique chiffrée peut se maintenir dans le temps et résister aux pressions
qui ne manqueront pas de s'exercer. C'est à ce point précis que le débat bascule du constat vers l'épreuve. Les critiques les plus structurées de cette dynamique méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des arguments solides et largement partagés dans les cercles stratégiques occidentaux. Un premier argument avance que la supériorité navale globale resterait écrasante. Les flottes établies disposent d'un nombre de bâtiments, de capacités de projection et d'un maillage de base sans équivalent. Dans cette lecture, les manœuvres observées en Atlantique Sud ne constitueraient qu'un épisode symbolique, incapable de rivaliser durablement avec une architecture militaire construite sur plusieurs décennies. La densité ponctuelle ne ferait pas le poids face à la profondeur stratégique. Un deuxième argument avance que la dépendance technologique et économique du Sud limiterait toute autonomie réelle. Sans accès aux systèmes avancés de communication, de maintenance et d'assurance, les corridors alternatifs resteraient vulnérables. À cela s'ajoute la crainte d'un isolement financier. Les sanctions, les pressions sur les investissements et les retraits d'acteurs privés pourraient rapidement neutraliser les gains logistiques observés. Dans ce cadre, la souveraineté maritime apparaîtrait comme un pari risqué, voire contre-productif à moyen terme. Ces objections ne sont ni idéologiques ni marginales. Elles décrivent des contraintes réelles et rappellent que la puissance maritime ne se mesure pas uniquement à des exercices conjoints ou à des pourcentages de circulation. Pourtant, elles laissent de côté un aspect central du changement en cours. La réponse avancée par Ibrahim Traoré et par d'autres acteurs du Sud ne vise pas la parité militaire globale. Elle s'inscrit dans une logique différente fondée sur la suffisance fonctionnelle. L'objectif n'est pas de dominer les océans, mais de sécuriser des routes précises sur des segments clés avec des partenariats ciblés. Dans cette perspective, la supériorité absolue devient moins déterminante que la capacité à garantir la continuité des échanges. Sur le plan technologique, les données disponibles montrent déjà une diversification des fournisseurs et des compétences, réduisant progressivement les points de dépendance uniques. Quant au risque d'isolement, il est partiellement compensé par l'élargissement des échanges sud-sud qui amortissent l'impact des pressions extérieures sans prétendre les annuler. Ainsi, le débat ne se joue pas entre illusion et réalité, mais entre deux conceptions de la puissance. L'une repose sur l'hégémonie globale, l'autre sur la résilience distribuée. La question ouverte est de savoir laquelle s'avérera la plus durable dans un monde fragmenté. Cette phrase brève résume le déplacement stratégique opéré en 2026. Jusqu'alors, la souveraineté était pensée comme une affaire de frontières terrestres, de contrôle intérieur et de sécurité nationale classique. Le tournant observé au large de l'Afrique australe introduit une autre échelle, où la maîtrise des flux compte autant que la possession du sol. Ce changement ne repose pas sur une déclaration spectaculaire, mais sur une accumulation d'actes cohérents. Le point de bascule apparaît lorsque la coordination maritime cesse d'être temporaire. Les exercices deviennent un langage commun, les procédures s'alignent et les chaînes logistiques commencent à fonctionner comme un système. À ce stade, la mer n'est plus un décor symbolique, mais une infrastructure active de souveraineté. Les États qui y participent découvrent qu'ils peuvent influencer les conditions d'échange sans passer par les filtres habituels. Dans cette reconfiguration, Ibrahim Traoré incarne moins un chef d'orchestre qu'un révélateur. Sa lecture met en lumière ce que d'autres perçoivent confusément. La souveraineté ne se limite pas à résister, elle consiste à organiser. En reliant l'expérience sahélienne de la contrainte aux dynamiques maritimes,
Il montre que l'autonomie peut changer d'échelle sans changer de nature. Ce midpoint n'annonce pas une victoire finale. Il marque une irréversibilité. Une fois la mer intégrée comme champ stratégique légitime, le retour à un ordre strictement terrestre devient improbable. Les débats futurs ne porteront plus sur la légitimité de cette extension, mais sur sa gouvernance et ses coûts. Les effets de cette bascule maritime ne restent pas abstraits. Ils se traduisent par des conséquences différentes pour plusieurs acteurs dont les intérêts et les contraintes se croisent sans toujours converger. Pour les États, l'impact est diplomatique autant qu'opérationnel. La capacité à sécuriser des corridors maritimes, même limités, renforce la crédibilité politique de gouvernements longtemps dépendants de garanties extérieures. Dans le cas du Burkina Faso, cette dynamique confère une marge de manœuvre nouvelle dans les négociations internationales. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour défendre une souveraineté connectée, non pas isolée, où l'autonomie logistique soutient une parole politique plus affirmée sans rompre formellement avec l'ordre existant. Pour les entreprises, les effets sont plus ambivalents. Les sociétés locales, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, bénéficient d'une baisse relative des coûts de transport et d'une diversification des partenaires. Certaines renégociations de concessions deviennent possibles, avec une amélioration sensible de la part de valeur conservée localement. En revanche, plusieurs multinationales perçoivent cette reconfiguration comme un facteur de risque. La crainte de sanctions secondaires ou d'instabilité réglementaire conduit certaines à réduire leur exposition, voire à se retirer. Le gain d'autonomie s'accompagne donc d'un tri entre acteurs économiques. Du côté des populations, les conséquences sont d'abord symboliques, puis progressivement matérielles. La mer, longtemps absente de l'imaginaire quotidien dans des pays enclavés, entre dans le récit collectif comme un espace de protection et d'opportunité. Cette perception nourrit un sentiment de dignité retrouvée, mais elle ne supprime pas les tensions. L'inflation, les ajustements des importations et les menaces de blocus partiel rappellent que l'indépendance logistique a un coût immédiat. Les attentes sociales augmentent parfois plus vite que les bénéfices tangibles. À l'échelle de la région, l'effet est contagieux. Des pays voisins observent et adaptent leurs discours, voire leurs priorités stratégiques. Des coopérations embryonnaires émergent autour de ports, de formations maritimes et de partage d'informations. Cette dynamique ne crée pas une unité automatique, mais elle installe une grammaire commune où la mer devient un bien stratégique, partagé, plutôt qu'un espace lointain contrôlé par d'autres. Ces conséquences montrent que le tournant maritime ne produit ni miracle ni chaos immédiat. Il reconfigure les équilibres, redistribue les risques et ouvre des marges de choix nouvelles. La question centrale reste celle de la capacité des acteurs à transformer cette ouverture en stabilité durable sans perdre l'élan qui l'a rendu possible. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne s'impose encore comme inévitable. La réalité pourrait osciller entre elles, au gré des décisions politiques et des réactions extérieures. Dans une trajectoire de base, la dynamique maritime engagée se poursuit sans accélération brutale. Les exercices conjoints deviennent plus réguliers, mais restent présentés comme défensifs et coopératifs. Les corridors protégés s'étendent progressivement vers d'autres bassins, notamment l'océan Indien, tout en évitant une militarisation excessive du discours. Les tensions avec les puissances établies persistent, mais demeurent contenues. Dans ce cadre, le Burkina Faso consolide sa position idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme une figure de référence régionale, davantage perçu comme un organisateur que comme un provocateur.
Dans une trajectoire optimiste, l'effet d'entraînement s'amplifie. De nouveaux États rejoignent les dispositifs maritimes coordonnés, apportant ressources, ports et légitimité politique. Des cadres juridiques régionaux émergent, reconnaissant la souveraineté maritime partagée et facilitant la coopération sud-sud. Les marchés s'ajustent favorablement, la confiance économique progresse et les coûts logistiques diminuent de façon plus stable. Si cette trajectoire se confirme, la mer devient un vecteur de stabilisation relative, capable d'amortir les chocs extérieurs plutôt que de les amplifier. Une trajectoire pessimiste repose sur une réaction plus dure des acteurs dominants, des sanctions financières supplémentaires, des pressions diplomatiques ciblées et des campagnes d'influence cherchent à fragmenter la coalition émergente. La cohésion interne du bloc s'érode et certains États hésitent à maintenir leur engagement face aux coûts politiques. Dans cette hypothèse, la souveraineté maritime reste incomplète et fragile, exposée au retournement rapide. Face à ces trois voies, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur une issue unique, les acteurs concernés gagneraient à raisonner en termes de résilience conditionnelle. Si les coopérations se renforcent, alors les bénéfices s'accumulent. Si les pressions augmentent, alors la diversification et la prudence deviennent essentielles. La clé n'est pas de prédire l'avenir, mais de se préparer à naviguer entre des courants contradictoires. Au-delà des États et des stratégies, cette reconfiguration maritime touche indirectement différents profils de lecteurs selon leur position économique et sociale. Comprendre ces effets permet de sortir d'une lecture abstraite pour mesurer ce que ce basculement change concrètement. Du côté des citoyens attentifs au prix et à l'emploi, l'enjeu se situe dans la stabilité. L'évolution des routes commerciales peut influencer le coût des importations, la disponibilité de certains produits et, à terme, les opportunités de travail liées au port, au transport ou à la logistique. À court terme, les ajustements peuvent être inconfortables. À moyen terme, une meilleure maîtrise des flux offre la possibilité de réduire certaines dépendances structurelles. Du côté des acteurs économiques locaux et régionaux, pour eux, la diversification des partenaires maritimes ouvre des marges de négociation nouvelles. Elle permet de comparer des offres, de renégocier des contrats et de limiter l'exposition à un seul centre de décision. Cette autonomie relative n'élimine pas les risques, mais elle redonne un pouvoir de choix souvent absent dans les configurations précédentes. Du côté des observateurs, des étudiants et des citoyens engagés qui s'intéressent à la souveraineté et à l'équité internationale, le cas porté par Ibrahim Traoré fournit un exemple concret de traduction politique d'un concept souvent théorique. Il invite à réfléchir à la manière dont des idées comme l'indépendance ou la dignité prennent corps dans des infrastructures et des décisions quotidiennes. Deux gestes simples peuvent aider le lecteur. D'abord, suivre les indicateurs logistiques et commerciaux, souvent plus révélateurs que les discours officiels. Ensuite, comparer les récits médiatiques afin d'identifier ce qui relève de la crainte, de l'intérêt ou de l'analyse factuelle. Ces gestes modestes permettent de rester acteur du débat plutôt que simple spectateur d'un monde en recomposition. Pour transformer l'élan observé en capacité durable, une feuille de route pragmatique commence à se dessiner, structurée autour de quelques étapes mesurables plutôt que de déclarations générales. L'enjeu n'est pas d'accélérer à tout prix, mais d'ancrer la souveraineté maritime dans des mécanismes stables. D'abord, il s'agit de consolider les corridors maritimes sécurisés. Cela implique de faire évoluer les exercices conjoints vers des dispositifs permanents de veille, de secours et d'escorte, placés sous un mandat multilatéral africain. L'objectif est clair: garantir la continuité des flux commerciaux essentiels sans transformer la coopération en démonstration de force.
Ensuite, il s'agit de former les compétences locales. La création d'écoles maritimes régionales, reliant plusieurs académies existantes, permettrait de former des officiers, ingénieurs et logisticiens capables d'opérer et de maintenir ces dispositifs. Sans capital humain, la souveraineté reste dépendante, même avec des navires. Puis, il s'agit de institutionnaliser la gouvernance des ressources. La proposition d'une charte garantissant une majorité de contrôle citoyen sur les ressources, terrestres comme maritimes, vise à aligner exploitation économique et légitimité sociale. Cette articulation réduit le risque de captation par des intérêts extérieurs ou locaux déconnectés des populations. Enfin, il s'agit de déployer un réseau d'information sud-sud. Partager données, signaux d'alerte et innovations logistiques limitent la dépendance aux filtres médiatiques et techniques dominants. La circulation de l'information devient un pilier aussi important que celle des marchandises. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré insiste sur une idée centrale. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une architecture. Chaque étape doit être évaluée, ajustée et rendue lisible pour éviter que l'élan politique ne se dissolve. La réussite dépendra moins de la vitesse que de la cohérence entre rêve et méthode. Le récit revient alors à une image plus discrète, presque silencieuse, loin des chiffres et des cartes stratégiques. Dans les ports évoqués plus tôt, là où les premières consultations techniques avaient commencé sans bruit, les gestes quotidiens ont changé de sens. Charger, escorter, sécuriser ne relève plus seulement d'une routine logistique, mais d'une affirmation collective. La mer, longtemps perçue comme une distance, devient un lien. Ce glissement donne chair à ce que beaucoup considéraient comme abstrait. La souveraineté cesse d'être une idée lointaine pour se traduire en pratiques visibles. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme le point de convergence d'aspirations dispersées. Son rôle tient moins à la posture qu'à la capacité de nommer ce que d'autres ressentaient confusément. Le motif initial se referme, dignité et logistique ne s'opposent plus, elles se répondent. Là réside la force émotionnelle de cette trajectoire. Elle ne promet pas un monde sans tension, mais elle affirme qu'il est possible de reprendre prise sur des mécanismes longtemps subis. Une phrase s'impose alors, simple et tenace. La souveraineté se construit dans la durée. Elle ne surgit pas dans l'éclat d'un discours, mais dans la répétition d'actes cohérents. C'est cette patience stratégique, plus que toute démonstration de puissance, qui pourrait marquer durablement l'année 2026 et celles qui suivront. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure par une certitude, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui se joue autour des mers, des corridors et des chiffres ne concerne pas uniquement les décideurs ou les stratèges. Cela touche à une question plus large. Comment des sociétés choisissent-elles de protéger ce qui leur permet d'exister et d'échanger? L'expérience portée par Ibrahim Traoré invite à déplacer le regard. Elle suggère que la souveraineté n'est pas un état figé, mais une responsabilité collective, faite d'arbitrage, de compromis et de vigilance. Chacun, à son niveau, peut observer comment ces choix se traduisent dans les prix, dans les discours, dans les partenariats mis en avant ou passés sous silence. Plutôt que d'adhérer ou de rejeter en bloc, il devient utile de poser des questions simples. Quelles routes sont protégées? Par qui? Au bénéfice de quels échanges? Et à quel coût? Ces interrogations ne demandent pas d'expertise particulière, seulement une attention soutenue aux signaux concrets. La recomposition en cours n'est pas écrite d'avance. Elle dépendra des décisions cumulées, petites et grandes. La question demeure ouverte. Quelle part du monde souhaitons-nous, collectivement, rendre plus juste et plus habitable?